J'espère que vous êtes en forme et prêts à encaisser ce que vous allez entendre. Parce que ce que nous avons mis à jour ressemble davantage à un thriller géopolitique qu'à une simple enquête journalistique. Ce n'est pas juste grave, c'est du jamais vu. Une première dans ma carrière, des chefs d'entreprise algériens lassés de la terreur silencieuse ont osé défier l'État devant rien de moins que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et pourquoi ? Pour dénoncer un cocktail explosif, extorsion en col blanc, magouille à ciel ouvert, tentative d'élimination par empoisonnement. Oui, vous avez bien entendu, comme dans les scénarios qu'on croyait réservés aux régimes les plus opaques ou aux cartels de narcos sortis tout droit d'une série Netflix. L'Algérie au banc des accusés, pas pour ses opposants, mais pour avoir menacé ses propres industriels. On atteint ici un sommet de l'absurde ou du sordide. Ce dossier, mes amis, c'est un véritable coffre-fort d'explosifs que nous venons tout juste d'ouvrir chez Algérie Part. Et on ne va pas s'arrêter là. On vous prépare une série en plusieurs actes, chaque épisode plus renversant que le précédent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un simple cas de pot de vin ou de piston à la petite semaine. Non, non. Ce qu'on a entre les mains, c'est un festival de dérives crimes maquillés, élimination ciblée d'une entrepreneuse qui apparemment avait eu le malheur de déranger les clans les plus intouchables de l'État. Et pas n'importe lesquels. On parle ici du cœur du réacteur, le ministère de la Défense et l'appareil militaire. Oui, c'est là que ça se joue. Ce scandale-là a même été enregistré noir sur blanc à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en septembre 2025. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les Algériens en ont vaguement entendu parler comme d'un lointain mirage qu'on croise dans les JT internationaux. Pourtant, ce n'est pas un décor de science-fiction. Il existe bel et bien planqué à Genève en Suisse avec sa mission bien claire, surveiller la santé des droits humains sur l'ensemble du globe. Un genre de médecin légiste des États, mais en costume-cravate. Il ne se contente pas de brandir des slogans, il analyse critique et parfois expose les dérives de certains gouvernements au grand jour. Composé de 47 pays membres, ce conseil tient des sessions régulièrement. Certains diraient tous les 3 ans, d'autres un peu plus souvent quand le monde brûle. Et tous les 4 ou 5 ans, c'est le moment du grand bilan. Chaque État membre passe sur le grill dans ce qu'ils appellent les examens périodiques universels. En gros, c'est l'heure de vérité. On ouvre les dossiers, on regarde sous le tapis et on vérifie si les droits humains ne sont pas juste un slogan brodé sur les drapeaux. À chaque session de ce conseil, c'est un peu comme si les projecteurs s'allumaient sur la scène du grand théâtre mondial des droits humains. Et dans les coulisses, on retrouve une escouade d'experts triés sur le volet les fameux rapporteurs spéciaux de l'ONU. Un pour la torture, un autre pour la liberté d'expression, et un troisième qui traque les détentions arbitraires, comme un détective des violations silencieuses. Leur boulot, scruter les dossiers sensibles, rédiger des rapports au scalpel et pointer du doigt les États qui dérapent. Une fois leur rapport publié, le Conseil convoque, façon tribunal symbolique, les représentants du pays concerné qui doivent alors venir s'expliquer devant les Nations Unies à Genève. Ce n'est pas un procès, certes, mais ça y ressemble parfois, surtout quand les accusations sentent fort la violation des droits fondamentaux. Et là, impossible de fuir, on doit répondre, justifier, tenter de sauver les apparences. Un exercice de transparence forcée qui bien souvent révèle plus qu'il ne répare. Précisons les choses une bonne fois pour toutes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas un tribunal au sens strict. Il ne prononce ni condamnation ni peine de prison et ses décisions n'ont aucune force juridique contraignante. Pas de marteau du juge ici. Ce qu'il produit, ce sont des résolutions, des coups de projecteur internationaux qui pointent du doigt les régimes qui dérapent et appellent à redresser la barre. C'est une machine à alerter, pas à punir. Mais attention, sa pression morale, elle peut devenir étouffante. Ce conseil somme les États fautifs de réparer les dégâts, de réhabiliter les victimes et de rendre ce qui a été volé les droits les plus fondamentaux. Il n'a peut-être pas les chaînes d'un tribunal pénal international, mais il sait exhiber, humilier, désigner nommément les pays qui maltraitent, oppriment, réduisent leurs propres citoyens à l'état de cible. Il ne juge pas, mais il expose, et parfois c'est encore plus redoutable. L'Algérie. Elle a depuis longtemps son abonnement à la rubrique
violation des droits humains dans les rapports internationaux. Étiquetée tour à tour comme régime autoritaire, dictature rampante ou État policier, elle traîne cette réputation comme une vieille valise trop pleine. Mais cette fois-ci, attention, l'histoire prend une tournure inédite. L'affaire contient celle qu'on a pu déterrer et dont le dossier est officiellement entré dans les archives du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en septembre 2025, casse les codes habituels. Car d'ordinaire, ce sont les activistes, les journalistes rebelles, les opposants politiques ou les militants kabyles du MAC qui alertent les instances internationales. Vous savez, les figures connues de la dissidence, torturées, emprisonnées, condamnées à mort pour leur opinion. Bref, les classiques. Mais ici, ce sont des chefs d'entreprise. Oui, des gens en costume cravate, pas en cafetier, qui accusent l'État algérien. Et ça, c'est du jamais vu. Mais voilà le vrai coup de théâtre, ce ne sont pas des activistes, ni des journalistes, ni des militants politiques, qu'on retrouve cette fois au cœur de l'affaire. Non, ce sont des patrons. Oui, des chefs d'entreprise bien établis, qui ont décidé de monter au créneau et de frapper à la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pas pour se plaindre d'une taxe abusive ou d'un contrôle fiscal arbitraire. Ce qu'ils dénoncent, c'est une mécanique bien huilée de corruption, de pression psychologique, de menaces mafieuses et, tenez-vous bien, une tentative d'assassinat. Rien que ça. Et pas sur la base de simples allégations. Ces entrepreneurs ont fourni un dossier complet blindé de documents de témoignages et d'éléments tangibles. Pour moi, c'est une première voir des figures du secteur privé sortir de l'ombre et oser accuser ouvertement l'État algérien avec preuve à l'appui d'avoir voulu les faire taire à coups de poison. Mais alors, de qui parle-t-on exactement ? Eh bien, au centre de ce tourbillon politico-financier, on retrouve un couple d'industriels algériens, les fondateurs du groupe privé BMI, une entreprise pas vraiment connue du grand public, mais qui a joué un rôle clé dans un secteur aussi discret que stratégique. Créé au début des années 90, ce groupe s'est d'abord illustré dans l'immobilier, mais surtout dans un domaine de niche, l'imprimerie bancaire. Oui, vous avez bien entendu. BMI produisait tout ce que les banques ne peuvent pas se permettre de rater: carnets de chèques, cartes magnétiques, documents monétiques sécurisés. Bref, tout ce papier et ces supports que les établissements bancaires, qu'ils soient algériens ou étrangers implantés dans le pays, utilisent au quotidien pour faire tourner la machine financière. Un métier de l'ombre à haute responsabilité où chaque erreur coûte très cher et où chaque marché vaut de l'or. Le groupe BMI, loin de se cantonner à l'impression bancaire, avait également posé ses jalons dans un autre secteur juteux, l'immobilier. Une diversification stratégique menée d'une main ferme par un tandem aussi discret qu'efficace, Mahdi Bouslama et son épouse Naël Kara Bouslama. Selon nos enquêtes, ce n'était pas une multinationale tentaculaire, non. Mais un groupe solide structuré au profil plus modeste, certes, mais à la réputation irréprochable. Ils employaient en moyenne une 50aine de salariés à l'année, parfois le double en période de pleine activité, et leur chiffre d'affaires oscillait entre 15 et 20 millions d'euros annuels, un volume qui force le respect. Pas de faste excessif, mais une croissance régulière et une gestion rigoureuse. Bref, un modèle d'entreprise à l'algérienne qui marchait sans faire de bruit. Revenons en 2013. Cette année-là, Mahdi Bouslama et Nawel Kara Bouslama pilotent un projet immobilier d'envergure monté main dans la main avec, tenez-vous bien, le ministère de l'Éducation nationale. Oui, vous avez bien entendu l'éducation. Le chantier devait s'implanter dans la ville de Baraki, plus précisément du côté de Boudouaou, et prévoyait la construction de plus de 1100 logements. À l'origine, le projet était pensé comme une initiative conjointe avec le Syndicat national des travailleurs de l'éducation, une organisation affiliée à la toute-puissante UGTA, l'Union générale des travailleurs algériens, un partenariat qui semblait carré, structuré, prometteur. Sauf que, retournement total de situation. En cours de route, le projet a dérapé de manière aussi brutale qu'inattendue, changeant de cap sans prévenir. Et ce qui devait être une simple opération immobilière s'est transformé en toute autre chose. Et c'est là que les choses prennent un virage typiquement Made in Algeria. Le ministère de la Défense nationale débarque, dans le décor impose sa volonté et pousse le ministère de l'Éducation à dégager discrètement du projet. Résultat, le terrain concerné, environ 15 hectares, selon nos sources,
change soudainement de destination. Exit les enseignants, place aux militaires. Désormais, le programme immobilier doit servir exclusivement les employés du ministère de la Défense. Pour le groupe BMI, c'est le choc. Mais que voulez-vous? Quand l'armée parle même, les ministères plient. L'argument invoqué, un besoin urgent de logement pour le personnel militaire. Et comme par enchantement, le projet initial de 1100 logements se transforme, se gonfle, s'élargit, pour culminer à 1432 unités. C'est désormais le MDN, le très puissant ministère de la Défense nationale, qui prend directement les rênes du dossier, devenant le seul interlocuteur du groupe BMI. Pas vraiment un partenariat, plutôt une injonction. Il faut remettre les choses dans leur contexte. En Algérie, comme partout ailleurs d'ailleurs, les promoteurs immobiliers ne construisent pas leurs projets avec l'argent sorti de leur poche, ou alors uniquement ceux qui pèsent dans des centaines de milliards, autrement dit une poignée de géants à l'échelle mondiale. Pour tous les autres, la règle est simple, on emprunte. C'est la banque qui finance, le promoteur construit, vend les logements aux clients, rembourse le prêt, puis encaisse sa marge. Classique. Dans le cas du groupe BMI, le mécanisme était identique. Ils ont décroché un crédit auprès de la BNA Banque nationale d'Algérie, un financement destiné à couvrir les coûts de ce fameux projet immobilier. Et les travaux ont officiellement démarré en 2013. Jusque-là, rien d'anormal. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas rester aussi simple. Très vite, un acteur inconnu du grand public entre en scène, un certain bureau d'études baptisé Yaya. Un nom qui personnellement ne me disait absolument rien. Et pourtant, ce bureau a été officiellement accrédité par nul autre que le ministère de la Défense nationale pour superviser l'ensemble du projet immobilier. Curieux, non? Nous avons d'ailleurs lancé notre propre enquête sur cette structure, tant son rôle semble crucial dans l'affaire. Dans ce type de projet, c'est assez classique, le promoteur ne construit pas tout lui-même. Il confie les travaux à plusieurs sous-traitants spécialisés, gros œuvres réseau, voirie, espaces verts, aménagement urbain. Mais au-dessus de cette fourmilière d'entreprises, il faut un chef d'orchestre, le bureau d'études. C'est lui qui contrôle, qui surveille, qui valide les étapes, qui s'assure que tout est conforme aux normes en vigueur. Sécurité, urbanisme, solidité. En théorie, c'est le garant de la qualité. En pratique, eh bien, c'est justement ce qu'on cherche à éclaircir. Et maintenant, parlons de celle qui, à l'époque, tirait les ficelles dans l'ombre de ce fameux bureau d'études, une certaine W. Yahya Hayat, un nom qui depuis peu revient souvent dans nos dossiers. Et pour cause, le rôle qu'elle a joué dans cette affaire est tout sauf secondaire. Nous sommes actuellement en train de creuser sérieusement sur son parcours, car sa présence dans ce projet semble avoir déclenché un véritable séisme. Selon nos sources, cette dame, qui ne semble pas manquer de culot, aurait directement convoqué le couple Mahdi Bouslama et Nawel Kara Bouslama pour leur délivrer un message sans équivoque « Messieurs, dames, vous n'avez visiblement pas encore saisi les règles du jeu. Ici, rien ne bouge sans un petit geste. » Oui, vous avez bien compris. Elle leur a demandé un pot de vin tout simplement. De manière frontale, décomplexée, presque pédagogique. Et c'est là que tout a basculé. Arrêtez de jouer les naïfs, leur aurait-elle lancé sans la moindre gêne. Ici, tout le monde connaît la chanson. Il faut passer à la caisse. Et la somme exigée? Tenez-vous bien, 20 milliards de centimes. Oui, à l'époque, le dinar avait encore de l'allure, un peu de prestance face à l'euro. On pourrait même dire qu'il portait encore fièrement ses moustaches. Bref, cela représentait environ 2 millions d'euros. Les deux dirigeants d'entreprise abasourdis tombent des nues. 2 millions? Mais pour quelle prestation au juste? Ils pensaient à une erreur, une incompréhension. Eh bien non. Madame revient plus tard et cette fois-ci, elle pose les cartes sur la table sans détour. Ce n'est ni une facture ni un service. C'est un pot de vin. Vous voulez avancer avec le ministère de la Défense, parfait. Alors vous payez. Voilà comment les projets avancent ou s'arrêtent net en Algérie. Face à cette exigence indécente, nos deux entrepreneurs, des gens droits allergiques aux magouilles, n'ont pas hésité une seconde. Pour eux, il était hors de question de salir leur honneur pour une histoire de dessous de table. Leur réponse fut claire comme de l'eau de roche. Ce pain-là, on n'en veut pas. Refus catégorique de verser le moindre centime de ces 2 millions d'euros. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Avant même de déposer plainte à la gendarmerie nationale, ils décident
d'alerter la haute sphère, le ministère de la Défense nationale lui-même. Car après tout, c'est bien ce ministère qui était à la manœuvre en tant que commanditaire du projet. Les 1432 logements étaient destinés à leurs fonctionnaires, aux agents, aux militaires, aux officiers de l'armée nationale populaire. Ils espéraient naïvement qu'en remontant jusqu'au sommet, la vérité éclaterait. L'avenir leur prouvera que la naïveté coûte parfois cher. Au cœur de cette gigantesque machine qu'est le ministère de la Défense nationale, il existe un rouage essentiel qu'on appelle pudiquement le Haut département de l'action sociale. Officiellement, c'est ce service qui pilote les projets de logement, distribue les clés aux militaires, répond à leurs besoins sociaux et gère l'immobilier comme un empire parallèle, et qui est à la tête de ce puissant département depuis, tenez-vous bien, plus d'une décennie et demie, le général-major Zer Damani, un nom qui pèse lourd, très lourd dans l'organigramme de l'armée algérienne. Il était déjà là du temps de Gaïd Salah, puis il a tranquillement continué sous Tchengriha. En clair, il a vu passer les saisons politiques sans jamais bouger de son fauteuil. D'après nos recherches, c'est justement cet homme aux allures d'intouchable qui aurait joué un rôle clé dans cette affaire. Un personnage que nous allons bientôt décortiquer car derrière son silence se cacherait, semble-t-il, un des leviers les plus sensibles de ce scandale. Autant vous dire que ce fameux département de l'action sociale, ce n'est pas un simple bureau aux fenêtres poussiéreuses. C'est un empire, une véritable pieuvre qui gère tout ce qui touche de près ou de loin au confort et aux privilèges des militaires algériens. Financement de logements. C'est lui. Organisation des colonies de vacances pour les enfants de soldats. Encore lui. Prise en charge des traitements médicaux à l'étranger. Toujours lui. Hôtel-centre de repos, club de vacances, hébergements familiaux. Vous l'avez deviné, c'est lui aussi. Autrement dit, un portefeuille XXL pour couvrir tous les services sociaux d'un monstre administratif de plus de 450 000 âmes. Car l'armée algérienne, ce n'est pas une simple institution, c'est un État dans l'État. Et ce département-là, croyez-moi, c'est son cœur battant. Face à l'impasse, les deux patrons du groupe, Naël Karabouslama et son mari Mahdi Bouslama, décident de passer à l'étape supérieure, frapper directement à la porte du général Zer Damani. Et pas une fois, mais à 3 reprises, s'il vous plaît. Et chaque fois sous les regards attentifs d'un haut gradé des services secrets, rien que ça. Lors de ces rencontres, il pose la question qui brûle les lèvres. « Mon général, qu'est-ce qui se trame ici ?» Cette fameuse Hayat Yahya nous réclame sans gêne 2 millions d'euros. C'est quoi cette histoire? Résultat. Après leur refus catégorique de céder à cette extorsion maquillée, le couperet tombe. Tout se fige. Le chantier est mis en stand-by. Plus rien ne bouge. Le premier sous-traitant chargé de la construction. Subitement confronté à des problèmes techniques. Le suivant. Même sort, même blocage. Une succession d'obstacles étrangement bien orchestrés comme par hasard. Et pendant ce temps-là, le groupe BMI lui continue d'étouffer sous un prêt bancaire signé avec la KNP Bank. Les créances, elles, n'attendent jamais. Le calendrier des remboursements n'accure des drames humains ou des magouilles administratives. Les mensualités tombent comme la pluie qu'ils vantent ou qu'ils trahissent. Et la banque, elle, impassible. Que l'entreprise suffoque ou implose, elle s'en moque éperdument. Pendant ce temps, les employés, eux, doivent toujours être payés. Les charges, elles continuent de pleuvoir. Le groupe BMI, étranglé, piégé dans ce cauchemar administratif, a vu son projet phare, son joyau immobilier, s'effondrer lentement mais sûrement. Un projet financé à crédit justement auprès de cette banque désormais sourde à ses appels. Et au cœur de ce naufrage, ce fameux bureau d'études, qui d'après toutes nos sources, semblait tenir le ministère de la Défense nationale en laisse. C'est lui, ou plutôt elle, qui a verrouillé le chantier. Et le général-major Zer Damani, me direz-vous, il avait promis monts et merveilles, juré qu'il allait tout débloquer. Puis, comme par magie, silence radio. Volatilisé, et avec lui tout espoir. Plus personne, ni de près ni de loin, n'acceptait d'écouter, encore moins de répondre au moindre appel de détresse du groupe BMI. Livrés à eux-mêmes abandonnés comme des naufragés sur un radeau percé, les deux entrepreneurs ont vu leurs rêves s'écrouler pierre par pierre. Le chantier figé, glacé dans le temps.
La banque, elle n'a pas attendu pour serrer les taux remboursement exigés, échéances implacables. L'issue était limpide, une faillite programmée orchestrée presque dans les coulisses d'un silence complice. Mais avant de porter cette histoire jusqu'au couloir feutré du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ces deux dirigeants n'ont pas ménagé leurs efforts. Et ce que notre enquête a révélé est saisissant, ils ont frappé à toutes les portes, vraiment toutes. La présidence de la République alertée, le Premier ministre informé, le DRS prévenu, des plaintes déposées en série à la gendarmerie, à la brigade judiciaire de Bab Ezouar et même au tribunal de Boumerdès. Le dossier a même atterri vers 2016-2017 dans les bureaux austères du tribunal militaire de Blida. Et pourtant, rien. Pas une mesure, pas un geste, pas un mot. Le mutisme comme si toute cette affaire n'avait jamais existé. Et voici probablement le passage le plus sombre, le plus dérangeant de cette affaire en 2017 dans des circonstances aussi opaques qu'inquiétantes. Madame Nahel Kara Bouslama est soudainement frappée par de graves troubles respiratoires. Son état alarmant dépasse les capacités des structures médicales locales, ce qui conduit à son transfert en urgence en France. Une fois hospitalisée dans le sud du pays, elle subit une série d'analyses approfondies. Les résultats sans appel jettent un froid glacial sur toute l'affaire, il s'agit d'un empoisonnement. Pas de demi-mot ni d'ambiguïté dans les diagnostics médicaux. Tout converge vers la même conclusion, une intoxication claire nette, confirmée par les examens cliniques. Aucun doute ne subsiste, ce n'est plus une suspicion, mais une vérité médicale brute implacable. Lorsqu'un diagnostic médical conclut à une intoxication au cyanure, il ne reste guère de place pour l'interprétation. Cela renvoie immédiatement à l'hypothèse glaçante d'une tentative d'empoisonnement survenue en Algérie. Autrement dit, quelqu'un a réellement cherché à l'éliminer. Nous continuons d'ailleurs à rassembler l'ensemble du dossier et plusieurs documents que nous avons pu consulter. Des pièces irréfutables accablantes viendront confirmer chaque détail que nous dévoilons aujourd'hui. Cette chef d'entreprise a bel et bien été empoisonnée, l'acte s'est produit à Alger et elle n'a dû sa survie qu'à une fuite in extremis vers la France où elle a pu être prise en charge en urgence. Là-bas, dans un hôpital public, les médecins ont établi un rapport clinique formel attestant la présence de cyanure dans son organisme. Et une intoxication de ce type n'a qu'une seule signification, il s'agit clairement d'une tentative d'assassinat. Quelqu'un visiblement avait décidé que cette femme devait disparaître. Pendant qu'elle luttait pour survivre à ce qui ressemblait furieusement à une tentative d'assassinat déguisée en intoxication, son mari Mahdi Bouslama, lui aussi à la tête du groupe BMI, se retrouvait plongé dans une spirale judiciaire tout aussi absurde. Initialement convoqué comme simple témoin dans une affaire d'escroquerie, le voilà soudainement promu au rang de suspect, puis condamné sans appel à de la prison ferme entre 2023 et 2024. Résultat, le groupe BMI s'effondre, les emplois sont anéantis, le projet immobilier est totalement paralysé et tout ce qu'ils avaient bâti s'écroule sans jamais pouvoir renaître. Une double exécution, une liquidation en règle menée aussi discrètement que méthodiquement. Selon le récit rapporté dans ce dossier, Madame Nahel Bouslama aurait été victime d'un empoisonnement qui a failli lui coûter la vie, tandis que son mari, pourtant, présenté comme simple témoin dans une affaire d'escroquerie à laquelle il n'aurait eu aucun lien, se serait retrouvé condamné à une peine de prison ferme. Une succession d'événements qui, toujours d'après les éléments avancés par les plaignants, illustrent la manière dont certains cercles obscurs et mal intentionnés du régime algérien auraient réussi à briser non seulement un couple, mais aussi un groupe privé qui jusque-là prospérait. La suite des événements. Un effondrement total. La branche immobilière n'a pas tenu le choc asphyxié, sous la pression bancaire et paralysée par des blocages venus d'en haut. Le couperet est tombé, l'ensemble des activités du groupe BMI ont été mises à l'arrêt par les autorités algériennes. Résultat, une entreprise ruinée, des actionnaires réduits à néant et une famille pulvérisée dans la tourmente. Et le plus tragique dans tout cela, c'est qu'après avoir épuisé tous les recours possibles, comme le révèle le dossier que nous avons en main, les deux dirigeants n'ont épargné personne. Conseil d'État, Cour suprême, tribunal militaire, présidence de la République, Premier ministre, tous ont été saisis. Mais en retour, un silence assourdissant. Après avoir frappé à toutes les portes,
qu'elles soient judiciaires, administratives ou politiques, et n'avoir récolté que du mépris en retour, les deux entrepreneurs, privés du moindre égard à leurs droits les plus élémentaires, n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers une instance bien plus haute, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Là, ils ont déposé non pas une plainte formelle, mais une requête officielle, une sorte de cri diplomatique visant à alerter l'organisme international. Leur espoir que l'affaire soit inscrite à l'ordre du jour d'une session où les représentants de l'État algérien devront s'expliquer publiquement sur des pratiques pour le moins douteuses, en contradiction flagrante avec les principes du droit international. Il semble que certains responsables algériens aient oublié ou feignent d'ignorer qu'il existe bel et bien un pacte universel des droits de l'homme, un texte fondamental que leur propre État a pourtant signé noir sur blanc. Ce traité, loin d'être symbolique, impose des obligations claires, engageant l'Algérie à respecter des normes minimales, un socle incontournable, garantissant la dignité humaine. Et pourtant, dans cette affaire bien précise, même ce minimum vital, ce service minimum des droits humains, n'a tout simplement pas été assuré. Nous reviendrons en profondeur sur le contenu de ce pacte, mais d'ores et déjà, le constat est sans appel, les engagements pris n'ont pas été honorés. Voilà une affaire qui dépasse la simple tragédie entrepreneuriale, une femme d'affaires qui a échappé de justesse à une tentative d'assassinat, son époux transformé de témoin à victime d'un emprisonnement arbitraire, et au cœur de tout cela, un dossier suintant la corruption à plein nez. Entre extorsion bien ficelée, pression illégitime et demande de pots de vin assumée. Tout cela n'a rien de vague, des preuves concrètes tangibles écrites, des plaintes déposées noir sur blanc, dans les circuits civils comme militaires de la justice algérienne, mais rien n'y a fait. L'appareil judiciaire est resté inerte. Le résultat ? Une famille brisée réduite au silence. Une entreprise jadis florissante avec un chiffre d'affaires oscillant entre 15 et 20 millions d'euros par an, aujourd'hui rayée de la carte. Elle n'est plus qu'un souvenir éliminé par des cercles d'influence aussi puissants que sombres, qui ont préféré l'étrangler à coups de menaces et de chantage plutôt que de la laisser prospérer librement. L'affaire est loin d'être close. Chez Algérie Par, l'investigation continue et croyez-moi, ce n'est pas une simple péripétie administrative, mais un scandale d'une gravité alarmante. Ce que nous avons découvert dépasse l'entendement. Et ce n'est que le début. Dans les prochaines heures, les jours qui viennent, nous allons vous dévoiler des preuves percutantes, des pièces accablantes, des documents exclusifs qui lèveront le voile sur l'étendue insoupçonnée de ce dossier explosif. Restez branchés car ce que vous allez voir risque de vous laisser sans voix.